Bonjour, bonsoir à tous, selon votre fuseau horaire, et bienvenue à ce webinaire organisé par COPAX, Conscience congolaise pour la paix. Je m'appelle Edgar Ngawala et je suis le modérateur. Pour ceux qui se joignent à nous pour la toute première fois, COPAX est un réseau d'artisans de paix qui travaillent ensemble pour construire la paix par la justice afin de mettre fin à l'impunité en République démocratique du Congo. Si vous souhaitez vous engager et ainsi donc répondre à l'appel de notre personnalité de référence, à savoir le docteur Mukwege, vous pouvez aller sur notre site internet copax.org et vous cliquez sur adhésion. Eu égard aux échéances électorales à venir, COPAX a organisé une série de webinaires qui se sont basés sur des réflexions sur ce que nous voulons pour le Congo de demain. Nous avons balayé pas mal de secteurs économiques, financiers, politiques, etc. Aujourd'hui, c'est le dernier webinaire de la série Élections. Et pour ce faire, nous avons invité deux augustes invités, à savoir Madame Jacqueline Tanguelo. Bonjour. Bonjour Edgar. Madame Tanguelo est licenciée en sciences économiques à l'Université catholique de Louvain. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans la gestion des produits dans la Société canadienne des postes. Elle est bien entendu aussi membre de COPAX. Avec elle, nous avons Xavier Mondo, expert en gestion des opérations et de la logistique, recherche et développement. Bonjour Xavier. Bonjour Edgar. Alors, le thème d'aujourd'hui que nous allons développer avec nos deux intervenants, c'est quelle stratégie à adopter pour une contribution accrue de la diaspora au développement de la RDC de demain. Nous le savons tous, la diaspora congolaise, c'est quelque chose comme 14 à 15 millions de Congolais disséminés à travers le monde, beaucoup de très bonnes compétences qui malheureusement ne servent pas le pays comme cela devrait être le cas. Donc, le webinaire de ce jour, nous allons voir, après ces élections, si nous avons un gouvernement responsable, quelles seraient les stratégies qu'on pourrait adopter pour tout justement utiliser ce potentiel qui malheureusement ne sert pas encore au pays. Nous allons alors donner la parole à M. Xavier Mondo pour plus ou moins une vingtaine de minutes pour qu'il puisse nous entretenir sur ce thème. Et ensuite, nous donnerons la parole à Mme Jacqueline Tanguelo. Monsieur Mondo, vous avez 20 minutes pour pouvoir exposer et nous vous entendons, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonjour Edgar, merci pour la parole et bonjour à l'assistance. Quelle stratégie à adopter pour une contribution accrue de la diaspora au développement de la RDC de demain? Alors, ici, on va parler de la diaspora, ceux qui vivent à l'étranger, qui pourront ramener au pays des projets, de ce qu'ils ont appris à l'étranger. Et aussi, comment mettre les préalables pour recevoir tout ce monde qui va retourner au pays. Alors, j'ai un petit plan qui se dessine en trois points. On va commencer par définir la diaspora pour bien comprendre c'est quoi la diaspora. Et puis, la démarche stratégique à mettre en place pour une diaspora efficace. Et enfin, je vais passer par un exemple d'un monsieur de la diaspora
qui a un projet pour la République démocratique du Congo? Ça, c'est mon cas. Alors, pour ce qui est de la définition, le terme diaspora vient du grec spiro. Il désigne habituellement les populations chassées de leur pays, ça c'est le cas des Juifs, qui entretiennent entre elles des liens affectifs, culturels, économiques et politiques par-delà des frontières. On dirait que la diaspora, c'est la dispersion d'une communauté à travers le monde. Alors, parlons de la diaspora congolaise, comme Edgar vient de le souligner, qui est composée de 14 à 15 millions d'individus qui sont partis du pays et établis le plus souvent en Belgique, en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis et ou au Canada, ce qui constitue selon toute vraisemblance la diaspora, disons, la plus importante du continent africain. Les statistiques démontrent que sur 100% des Congolais de la diaspora, il y a 56% qui vivent en Afrique et 38% en Europe, 6% en Amérique et en Asie. Pour ce qui est de la diaspora congolaise, les études universitaires et post-universitaires, les statistiques disent que 55% sont en Amérique et en Asie, 38% en Europe, le 15% se retrouve en Afrique. Alors la question est de savoir pourquoi sommes-nous partis massivement du pays? Il y a quelques raisons. Il y a ceux qui sont partis pour des raisons politiques. Il y a des situations socio-économiques. Il y en a qui se sont mariés. Donc, c'est là quelques raisons de ce départ massif du pays. Alors, vous savez que quand il y a un départ massif comme ça, il y a des conséquences. Les conséquences peuvent être économiques. Il y a fuite de main-d'œuvre. La population qui devait travailler, elle se retrouve à l'étranger pour travailler pour d'autres pays. Et aussi, il y a baisse de la population locale. Les Congolais, si vous ajoutez les 15 millions, les 14 millions qui sont partis du pays, ça devait être les effectifs à compter dans le pays et qui sont à l'étranger. Bref, il y a une dispersion des cultures. Puis, il y a délocalisation des noyaux familiaux et autres raisons, il y en a beaucoup. À cela s'ajoutent des avantages. Ceux qui sont partis, on dit souvent que les voyages, des fois, nous donnent l'occasion d'apprendre ce qui se passe à l'étranger. Donc, les avantages, parmi les avantages, on dirait les apprentissages, les formations, et puis contribution au PIB. Ce qui est vrai, c'est que la diaspora congolaise génère près de la moitié du PIB congolais, selon les magazines des Nations Unies Afrique Renouveau. Et aussi l'avantage de la diaspora, c'est qu'ils ont un accès facile à l'information avec tout ce qu'il y a comme outils de technologie que nous avons ici. Alors là, je dirais que la diaspora, qui a beaucoup appris, parce que vivant dans des milieux beaucoup plus développés pour la plupart que notre propre pays, la diaspora a une bonne compréhension des intérêts géopolitiques de l'heure. Donc, dans son intérêt de vouloir contribuer efficacement au développement de la RDC, la diaspora congolaise ne doit pas ignorer les gros enjeux politiques qui font l'actualité du moment. Notre pays, disons-le, est dans les viseurs des BRICS à cause de ses ressources. Et cela pourra faire un objet d'un autre webinaire au sujet des BRICS pour voir les enjeux que ces gens-là, ils sont en train de mettre en place. Et la RDC
comment pourra-t-elle négocier ce virage pour soit y adhérer, mais ne pas être en retard. Donc, je ne parle pas de ça ici. Alors, je vais entrer dans le deuxième point, qui est la démarche stratégique à mettre en place pour une diaspora efficace. Ça, je parle des préalables et des incitatifs que le gouvernement de demain pourra mettre en place pour inciter la classe de la diaspora pour retourner au pays et de travailler d'une manière efficace dans le but de contribuer au développement de notre pays. Alors, à la question de savoir la diaspora congolaise est-elle dans les conditions requises et idéales pour aider au développement du pays, je dirais oui. Il va falloir identifier au préalable tout Congolais de la diaspora selon les compétences. Comme nous le savons, il y a des Congolais très compétents à travers le monde qui voudraient bien retourner au pays pour apporter une pierre au développement. Mais par contre, malheureusement, ça prend un encadrement, ça prend des structures à mettre en place qui ne sont pas encore disponibles pour le moment. Alors, quels sont les Congolais qui peuvent aider dans tel ou tel domaine? Il y en a plein. Quel est le domaine que je peux citer où on ne trouve pas de Congolais comme experts? Il y en a beaucoup. On trouve des Congolais qui sont professeurs d'université dans nos pays ici. On trouve des Congolais qui sont chimistes, biologistes, économistes, fiscalistes. Toutes ces têtes, toutes ces intelligences sont les bienvenus pour mettre à contribution au développement de notre pays. Alors, à la question de savoir quelles sont les mesures d'encadrement pour tous ceux qui accepteront de retourner au pays pour aider efficacement au développement de notre pays. Là, je parlerai des salaires, des logements, de la sécurité, des conditions de travail. Parce que vous imaginez, nous sommes ici plus de 20 ans, plus de 30 ans, ça veut dire que nous sommes enracinés ici, nous avons des familles, on a des charges et des responsabilités. Un matin, je retourne au pays, ça veut dire que je me déracine, je dois retourner. Mais comment vais-je vivre? Comment vais-je travailler pour être efficace, pour contribuer d'une manière efficace au développement de notre pays? Alors, au deuxième point, je parle de la mise en place d'un cadre institutionnel qui est inséré dans les politiques publiques de manière à s'appliquer de façon pérenne. Ceci n'est pas une démarche, comme je dirais, ponctuelle, mais pérenne par contre. Ça veut dire que le gouvernement de demain doit réfléchir à mettre en place un cadre institutionnel qui va encadrer tous ceux qui vont retourner pour travailler d'une manière, comment je peux dire, d'une manière légale, et puis d'une manière qui vont se trouver dans un cadre tout à fait sécuritaire, leur permettant de bien évoluer, de bien donner ce qu'ils ont ramené de l'étranger. Alors, il y a un autre point qui est très intéressant ici, c'est la question de l'investissement qui va découler du cadre institutionnel qui sera mis en place. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que tous ces projets sont bien financés, et les projets sont bien financés pour éviter que cela ne s'arrête à mi-chemin. On en a vu quelqu'un qui veut retourner chez lui au pays, mais là, il s'amène avec un projet, vite, 1 an, 2 ans après, il se retrouve à court de financement, il n'y a plus de moyens. Bon, écoute, les tout s'arrête et il retourne à la case de départ. Ça, c'est ce qu'il faut éviter parce que j'imagine que les gens qui vont investir au pays, les gens qui amènent le projet au pays et le gouvernement qui met en place ce cadre pour recevoir ces gens-là, le but, c'est de créer les emplois parce que ce n'est pas le gouvernement qui crée les emplois, ce sont les petites et moyennes entreprises, ce sont les privés qui créent les emplois. Alors, ça prend des structures pour les encourager, pour les rendre tout à fait officiels, pourvu qu'ils évoluent d'une manière efficace
donner des emplois aux gens, créer les emplois pour que les gens travaillent et vivent dans des conditions décentes. Alors, quelqu'un qui a un projet, que j'appellerais un produit, que ce soit un service, il y a des conditions requises à respecter. Alors, nous allons le voir par quelques approches. Là, je commence par l'approche marketing. Une fois sur le terrain, qu'est-ce que vous devez faire avec votre projet? Ça prend le marketing. Alors là, c'est quoi? Les gens de la diaspora qui vont penser retourner au pays doivent commencer par comprendre le comportement du milieu, le contexte, la situation sur le terrain. Et puis, c'est quoi le genre de clients qu'ils vont trouver sur place? Alors, votre offre à avoir, service ou produit, doit s'aligner avec l'étude du contexte. Et puis, votre communication, la façon de communiquer, il faut avoir une communication efficace pour essayer de vendre votre produit. Un produit qui répond aux besoins du marché. Ça, ce sont des choses à tenir compte. Alors, il y a aussi la création de relations à long terme. La rétention des clients. Vous savez, quand vous lancez, là, je sors un peu, vous lancez un produit, il y a des conditions à respecter pour que votre produit tienne sur le marché. Vite, c'est le développement, le lancement, et puis la croissance, la maturité, et puis le déclin de ce produit. Le cycle de vie d'un produit ouvre la période comprise entre l'élaboration de son concept et son retrait définitif sur le marché. Donc, quelqu'un qui s'amène avec un projet, c'est dit qu'il va être à mesure de le vendre. Ça prend un bon marketing. Alors, vous devez passer par ces 4 étapes que je viens de signaler ici pour la réussite, pour le succès de votre projet. Parce que il faut tenir compte des consommateurs, de la population que vous allez trouver sur place et comment vont-ils recevoir votre nouveau produit que vous ramenez. Alors là, je fais un peu l'analogie avec les retours de la diaspora. Chacun a un projet et la diaspora doit passer par les 4 étapes que je viens de lui dire, je viens d'énumérer avant de parler de son projet. Je répète, vous devez comprendre le comportement, le contexte, la situation sur le terrain, du genre de client qui est en face de vous. Votre offre doit s'aligner à l'étude du contexte. 3, la communication efficace, un produit qui répond au marché, et puis la création de relations à long terme. Ça, c'est pour la rétention de la clientèle. La clientèle, les gens qui vont consommer votre produit. Alors, ici, je fais je donne vite un exemple des produits des produits similaires qui ont été amenés dans un pays étranger. Là, j'ai pris un classique au niveau du MBA marketing aux études commerciales de Montréal. 2 produits similaires, il y a Coca-Cola vers les années 90 et Pepsi Cola aux années 90. Ces deux-là se sont décidés de conquérir le marché chinois. Là, ils s'installent en Chine. Alors, Coca-Cola a commencé par écouter le client. Il a fait ce qu'on appelle la recherche et le développement. Et ils ont compris les besoins du client et ils se sont situés dans le contexte des Chinois. En plus, ils ont ajusté leurs produits par rapport au milieu. C'est comme nous le savons, les résultats aujourd'hui, c'est un gros succès. Coca-Cola se consomme d'une manière... C'est un produit très aimé en Chine, jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, quand vous regardez Pepsi Cola, dans les mêmes années, ils se sont installés en Chine, ils n'avaient jamais été en mesure de comprendre les réalités du milieu. Alors, ils ont amené un slogan bidon en disant que Pepsi will bring you on life.
Pepsi va vous ramener à la vie. Ça, c'est une tradition tout à fait littérale. Alors, ignorant que les Chinois sont très attachés à leur culture, c'est-à-dire qu'ils vont ramener en vie nos morts, nos membres de famille qui sont décédés. Ça veut dire que ça n'a pas trop de sens. Ce slogan a fait que le produit Pepsi Cola en Chine soit boycotté. Ils ont fait un fiasco et le marché s'est éteint, sont rentrés. Donc, c'est comme je viens de le dire plus haut, vous êtes de la diaspora, vous ramenez un produit, ça fait des années que vous avez quitté la RDC, alors vous y retournez, mais faites attention, prenez compte de tout ce que je viens d'énumérer. Alors, vous êtes de la diaspora avec un projet, il y a des stratégies que vous devez adopter. Là, nous arrivons à la théorie des négociations. Quand vous négociez, c'est soit win-win, soit win-lose. Gagnant-gagnant ou gagnant-perdant. Les gagnants-perdants, c'est quoi? Souvent, quand vous négociez une situation, vous négociez quelque chose, vous êtes devant, vous faites face aux ressources qui sont limitées. Et chacun veut avoir la plus grande part. Ceci a pour conséquence les conflits, parce que vous allez très mal vous séparer. Et arrêt de partenariat. Vous ne serez plus partenaire, vous serez en conflit. Bref, vous vous arrêtez. Alors, par contre, la théorie de négociation win-win, ça c'est une autre stratégie. C'est une stratégie qui est expansive. Ceci consiste à tout mettre ensemble. Écoutez, messieurs, nous allons tout mettre ensemble parce qu'on n'en a pas assez aujourd'hui. Nos ressources aujourd'hui sont limitées. Alors, si nous nous séparons aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va aller perdant et un autre va sortir gagnant. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de fructifier. Continuons à travailler ensemble, diversifions nos produits, diversifions nos secteurs. Quand nous serons grands, c'est alors que nous allons penser nous séparer. Je prendrai un exemple. Aujourd'hui, nous produisons du jus d'ananas. Ben allons, ajoutons du jus d'orange, ajoutons du jus de maracuja. Donc demain, nous serons grands, nous serons à mesure de bien nous séparer. C'est-à-dire que nous devons capitaliser sur le nouveau produit, sur différents domaines, pour essayer d'être beaucoup plus forts. Et étant plus forts, nous serons à mesure de bien nous séparer. Et puis, en agrandissant les options, nous devenons plus efficaces et chacun va trouver son compte. Et aussi, je dirais que la divergence peut devenir l'objet des discussions. Ne prenons pas toujours une divergence comme une situation négative. Ça peut nous donner les opportunités de bien réfléchir. Alors, la conséquence de ceci, c'est quoi? C'est une expansion. Si vous allez avec une expansion, une stratégie expansive, la conséquence, c'est que vous construisez des relations à long terme. Et puis, vous allez continuer votre relation de partenariat. Donc, vous restez en affaires pendant très longtemps. Alors, ça, après, c'est quoi? Ce sont, comme j'ai dit, des relations à long terme. Vous allez garder de bonnes réputations. Et puis, je dirais aussi, la diaspora a intérêt à comprendre le Congo comme milieu. Parce qu'ici, on parle de gens qui vont retourner avec leurs projets pour le pays. Ils doivent comprendre qu'ils ont intérêt à comprendre le Congo comme milieu. Et puis, évitez de montrer que vous connaissez plus que ceux qui sont restés sur place. Parce que vous allez éviter des frustrations. Vous ne serez pas capable de vous faire accepter. Et n'ignorez pas que ceux qui sont restés au pays, ils ont appris. Et ils ont de l'expérience. Ils connaissent leur milieu. Alors, quand vous amenez des frustrations, vous allez vous retrouver, vous allez buter. Alors, en ce moment-là, tout ce que vous avez ramené, ça va s'arrêter. Donc,
on ne parlera pas de votre efficacité sur le marché, sur le terrain, et puis vous ne saurez pas gagner leur confiance. Ainsi, vous allez peut-être gagner un combat, mais vous n'allez pas gagner la guerre. À un moment, vous allez vous arrêter. Aujourd'hui, on parle de la diasporie. Je ne sais pas si, je pense que vous êtes au courant avec tout ce que nous avons appris, l'impréparation de projets, les gens qui retournent au pays et tout ça. Alors, on parle aujourd'hui de la diasporie, au lieu de parler de la diaspora. Donc, il nous appartient à nous de redorer le blason qui est terni face à ce sujet de la diaspora, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une bonne image en République démocratique du Congo quand vous parlez que je reviens de la diaspora. Donc, il y a des conditions à mettre en place pour que ces blasons soient redorés. Donc, comme je disais, le contexte actuel, à cause des projets mal mûris et des comportements grossiers, la diaspora est devenue la diasporie. Alors, pour finir, vite, je ne vais pas monopoliser. Moi, Xavier, en tant que citoyen congolais de la diaspora, j'ai conçu un projet aujourd'hui, ça va faire 6-7 ans. Alors, mon projet, c'est intitulé Bureau de normalisation du Congo, le BNC. Alors, ce bureau aura pour but de centraliser le système de management de qualité, donner des formations aux inspecteurs de qualité dans le but de standardiser les audits de certification dans tous les secteurs jugés indispensables pour le pays, la gestion des laboratoires et calibration, les indicateurs de performance, tout ce qui est mesure. Cette maison va œuvrer pour la création du mouvement congolais de qualité. Les experts viendront pour animer des séminaires et des conférences relatifs à la qualité, à l'amélioration continue, à la compétitivité, à l'innovation et autres domaines de l'heure. Et puis, c'est un bureau qui sera placé sous tutelle du ministère de l'Industrie. Alors, pour être efficace, je suis retourné en 2017. Pendant 3 mois, j'ai vécu en République démocratique du Congo pour essayer de comprendre le milieu, comment s'exprime la terminologie de la qualité dans ce pays, à quel niveau sommes-nous et qu'est-ce que je peux faire pour essayer de m'installer d'une manière efficace et me faire accepter. Alors, il va falloir que le gouvernement de demain crée un cadre institutionnel bien déterminé qui me permettra de bien implémenter mon projet. Alors, effectivement, comme on a dit, ça prend du financement pour être efficace. Ouais, alors, pour finir, c'est ça. Ça prend du financement pour être efficace et puis les stratégies de négociation bien étudiées dans le but de gagner la bataille et aussi gagner la guerre. Donc, pour éviter de monopoliser, il y a beaucoup à dire. Je vais m'arrêter là-bas. Donc, c'est la fin de mon intervention et je vous remercie pour votre attention. Merci, Xavier, d'avoir partagé aussi votre expérience personnelle, très important. Ça permet aussi de personnaliser le débat. Donc, un peu récapituler ce que vous avez dit, la diaspora congolaise est constituée de quelque chose entre 14 et 16 millions. Elle présente certains avantages, à savoir les compétences avérées, une contribution substantielle au PIB et bien entendu l'accès à l'information. Alors, d'un point de vue étatique, il y a des stratégies à mettre en place pour que les gens puissent être incités à revenir. Il y a tout d'abord le côté matériel, des salaires décents, des logements, la sécurité et des conditions de travail correctes. Il y a bien entendu un cadre institutionnel à mettre en place, quelque chose de périn qui va durer. Et aussi, bien entendu, il y a le financement des projets
qui permettrait à certains de pouvoir concrétiser leur rêve. Alors, du point de vue de la diaspora qui veut rentrer, il y a des attitudes ou des stratégies à mettre en place. Il y a l'approche marketing. Il faut tout d'abord s'aligner au contexte local. On ne vient pas en terrain conquis, on doit comprendre la réalité du terrain. Il faudrait une communication efficace. Et enfin, il faudrait mettre sur pied une politique de rétention des clients. Voilà, j'espère avoir bien résumé votre propos, Monsieur Mondo. Sur ce, je vais passer la parole à Madame Jacqueline Tanguelo, qui va nous entretenir sur le sujet. Madame Tanguelo, vous avez, grosso modo, 20 minutes aussi. Allez. Merci bien, merci pour la parole. Mon propos va dans la lignée où est une suite logique du propos de Xavier Mondo, dans ce sens qu'il a présenté, comme on dirait en anglais, the landscape, la situation, l'état de la diaspora congolaise actuellement, et il a dépeint les prérequis au niveau institutionnel pour mener des politiques concrètes pour en fait encourager la diaspora au retour. Alors, donc, moi, je vais parler très concrètement des mesures qui pourraient être mises en place pour accroître cette capacité de participation des Congolais, de la diaspora, dans l'effort, dans l'objectif de développement de la RDC. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager deux statistiques avec vous et évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher en tant que, vu ma formation d'économiste. Alors, la première statistique, c'est le produit intérieur brut par habitant, qui est, en fait, le PIB est un indicateur, mais il mesure la quantité, la valeur totale des biens et services produits dans un pays, et il est un indicateur clé de l'activité économique dans un pays au courant de l'année. Alors, à titre d'exemple, en 2022, le produit intérieur brut, le PIB par habitant de la Nigeria, pays considéré comme un pays émergent, était de 2184 $. Celui de notre voisin, l'Angola, était de un peu plus, je pense, plus ou moins 3000 $, et celui de la RDC, 568 $ par habitant. Alors, il est à noter que des 9 pays voisins de la RDC, seuls 2 pays ont un PIB inférieur à celui de la RDC, notamment la RCA qui se situe à 439 $ par habitant. Et donc aussi, par l'occasion, je voudrais mentionner que l'Angola est le voisin avec le PIB le plus élevé. Alors, une autre statistique que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est le taux d'électrification, pour lequel également la RDC est à la traîne. Alors, le taux d'électrification mesure le pourcentage de la population ayant accès à l'électricité. Électricité, une denrée, une matière première très importante, je dirais même critique pour l'industrialisation et donc par conséquence le développement d'un pays. En 2000, encore une fois, à titre comparatif, en 2021, le taux d'électrification de l'Angola était de 48%, celui de l'Afrique centrale de 60%, celui de la RDC se situait à 21%. Alors, ce n'est pas étonnant que le nombre total, le nombre d'industries, le nombre d'unités industrielles en RDC est tombé en fait à 507 unités industrielles contre 9600 héritées de la colonisation. Donc, vous comprenez très bien qu'avec ce déficit,
Le prochain gouvernement devra mettre en place un plan stratégique de développement qui est ambitieux, mais aussi avec en filigrane des solutions et des politiques innovantes et créatives. Elle devra compter sur un capital productif, un capital humain productif, c'est-à-dire des hommes et des femmes talentueuses avec des expériences avérées pour créer des entreprises génératrices de valeur ajoutée et pour renforcer, redynamiser la fonction publique qui, nous pensons, l'administration publique, qui, nous pensons, sera la colonne vertébrale du programme économique d'un pays. Alors, pour passer justement, pour que le gouvernement puisse mettre en place ce programme ambitieux pour sortir la RDC, pour du moins mettre la locomotive du développement de la RDC sur les rails, il faudrait que ce gouvernement ait accès directement, immédiatement, dans l'immédiat, à des compétences, des talents, des compétences que comme Xavier l'a bien souligné, pourrait être trouvé dans la diaspora congolaise. Alors, nous avons pensé que la RDC, pour maximiser la participation de la diaspora à son effort de développement, à l'effort de développement de la RDC, nous pensons que, à l'instar de la Chine, la RDC pourrait mettre en place des politiques en fait dynamiques, proactives de recrutement de la diaspora. Il serait question, nous avons pensé à une institution, un organe, une agence, une super agence qui porterait le nom de Agence nationale des Congolais de l'étranger et qui aurait pour but justement de recruter massivement les Congolais de la diaspora. Alors, ce recours massif aux Congolais de la diaspora aurait trois objectifs. Je pense qu'en filigrane, vous pouvez déjà le deviner. Le premier objectif, c'est l'indigénisation de l'économie nationale. Et le deuxième serait la diversification ou la réindustrialisation et la diversification de l'économie congolaise. Et enfin, renforcer la fonction publique qui est désuète. Et enfin, donner l'opportunité, doter la fonction publique de personnes compétentes pour une meilleure efficacité. Alors, cette agence que nous suggérons aurait pour objectif de mettre en place des politiques et incitants pour le retour des Congolais de la diaspora. Alors, elle pourrait mettre en place, nous voyons cette agence mettre en place deux programmes. Le premier programme est le programme d'incitation massif de création d'entreprises. Alors, ici, l'objectif serait, par exemple, de susciter la création de 10 000 entreprises, excusez-moi. Alors, dans divers secteurs, des secteurs, par exemple, qui seraient identifiés au préalable comme étant des secteurs d'émergence économique, par exemple, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures. Et alors, à travers ce programme, les candidats seraient agréés sur base de certains critères. Par exemple, la formation, le diplôme, l'expérience professionnelle, le secteur d'implantation. On pourrait imaginer que certaines villes soient identifiées comme des métropoles d'émergence d'économie prioritaire, où un effort serait mis par le gouvernement pour doter ces villes d'infrastructures justement pour booster l'économie
pour rejaillir sur l'hinterland de ces villes-là. Donc, un des autres critères, excusez-moi. Jackie, tu es sur mute. Pourrais-tu en mute? Alors, je suis désolée, j'ai été sur mute pendant combien de temps pour que je puisse reprendre à quel niveau, Tu parlais de Edgar? l'Internet, quelques secondes seulement. Ah, d'accord, parfait, excellent. Donc, je disais qu'un des critères serait le secteur d'activité du projet, du potentiel projet, qui pourrait être, on pourrait en fait donner une plus grande pondération pour des projets qui vont s'installer dans des secteurs dans une ville que l'on considérait, que l'on appellerait comme une métropole d'économie prioritaire afin que justement des investissements massifs soient faits dans cette métropole pour qu'ensuite, par effet d'entraînement, puisse entraîner son hinterland. Alors, le dernier critère, ou un des critères aussi que l'on pourrait envisager pour l'agrément de ces projets, c'est le genre, pour permettre d'encourager l'entrepreneuriat au féminin. Alors, sur base de ces critères, les projets seraient évalués avec un certain nombre de points. Alors, pour illustrer ce processus, je vais prendre un exemple d'un membre de la diaspora qui, je vais l'appeler Monsieur Joe Amici, qui lui est agronome. Il est agronome, il a 20 ans d'expérience dans une ferme expérimentale du ministère de l'Agriculture au Canada. Et alors, Monsieur Amici a toujours exprimé le désir de retourner, de redonner à son pays et à la RDC et de créer une entité de production. Alors, M. Amici prend connaissance du programme mis en place par l'Agence nationale des Congolais de l'étranger et il va soumettre son projet. Son projet qui a pour, en fait, dont l'activité est la création, la production et la transformation du riz. Et M. Amici veut installer son unité de production à Kisangani. Alors, son projet, sur base des critères que je viens d'énoncer, son projet sera apprécié, grandement apprécié, notamment parce que, comme on dit, il a tous les crochets, plus ou moins quasi tous les projets, tous les checkmarks, comme on dit. Et donc, il a l'expérience, agronome, 20 ans d'expérience. Il va installer son activité dans un secteur qui est prioritaire, l'agriculture, parce que aussi, tous ces programmes devront être arrimés, être connectés à la stratégie nationale qui pourrait, et je pense, je vois ça comme une possibilité. Un des objectifs serait l'indépendance alimentaire de la RDC. Alors, ça c'est un avantage. L'autre avantage très important pour lequel il aurait été valorisé au maximum, je dirais, c'est la zone d'implantation. La zone d'implantation, sur base des priorités du gouvernement, Kisangani fait partie justement de ces métropoles économiques, d'économie prioritaire. Alors, que sur base, avec son agrément, M. Amici a droit directement au marché, il a droit à accéder au marché public. Il aurait une aide des frais d'achat pour l'implantation de son entreprise. On pourrait imaginer jusqu'à 500 000 $. Monsieur Amici aurait droit à
à des avantages fiscaux. Alors, c'est vrai, d'aucuns pourraient penser que c'est énorme, mais je pense que le prochain gouvernement devra mettre un effort à outiller cette agence en termes de ressources. Un tel montant ou un tout autre montant répondrait à une problématique qui est le sous-investissement ou la capitalisation. On veut outiller ces entreprises, on veut leur donner les moyens nécessaires pour générer des entreprises créatrices de valeur. Et c'est seulement comme ça que la RDC pourra sortir, en fait, pourra arriver au niveau d'unité industrielle post-coloniale. Il y a des retombées. Quel est le retour? Il y a nous pensons, je pense qu'il y a un fort retour en investissement pour le gouvernement à investir dans la création d'entreprises. Il faut penser à l'impact direct et indirect sur l'emploi. Il faut penser aussi en termes de fiscalité directe et indirecte. Alors, l'agence le deuxième volet d'intervention de l'agence, ce serait au niveau de la fonction publique, comme je l'avais mentionné. Le deuxième programme pourrait être un programme de recrutement massif des fonctionnaires haut niveau. Alors, l'objectif pourrait être, par exemple, le recrutement de 30 000 fonctionnaires qui occuperaient des postes de haut niveau dans les services publics, dans l'armée, l'enseignement, la police. Comment accéder à ce programme? La DESORA, les candidats doivent passer par un concours. Ceci pour pour changer de paradigme dans ce sens que l'administration actuelle est fortement tributaire, l'embauche, le recrutement est fortement tributaire du clientélisme. Alors, l'individu, la personne intéressée postulerait et à travers un concours, la personne aurait accès à un fonds initial, à une aide à l'installation, aurait un contrat, entrerait dans un contrat de travail sus generis avec l'État, c'est-à-dire un contrat avec des conditions particulières spécifiques, contraires en opposition à un contrat de droit commun avec des avantages, disons, qui sont couverts par le droit du travail. Alors, en plus des frais d'installation du contrat sui generis, le candidat aurait droit à une assistance en termes d'installation, de suivi. Comme Xavier l'a dit, il est important d'accompagner ces personnes-là parce que probablement il y a un manque de connaissances des pratiques locales, etc. Donc, de manière générale, l'agence se veut une entité qui va accompagner tout au long du processus tout au long du processus et pour chaque programme. Je voudrais terminer mon propos en parlant de l'agence, de grosso modo comment on verrait nous voyons le fonctionnement de l'agence. L'agence serait dirigée par un directeur général. Elle comprendrait divers services composés d'experts dans tous les domaines, de l'économie, marketing, communication, technologie de l'information, et j'en passe.
L'agence aura des sera présente dans les représentations diplomatiques majeures comme le Bruxelles, Paris, Londres, Washington, Johannesburg. Évidemment, tout ceci sera évalué. Les représentations aussi, s'il faut en ajouter, c'est juste à titre indicatif, parce que je pense que Xavier a mentionné un bon point. Les statistiques devront déterminer les mesures précises et les emplacements précis. Nous suggérons également que l'agence ait des représentations dans les grandes métropoles d'économie prioritaire. Tout ceci pour justement reprendre, justement pour appliquer ou pour impliquer ces métropoles qui seront partie prenante parce qu'elles auront aussi besoin de talents et de compétences. Alors, l'agence se dotera d'un site Internet, l'information, l'accessibilité à l'information. Lorsque j'ai parcouru certains documents et même par rapport à l'information qui m'est remontée par rapport à des amis, des membres de la famille, l'accessibilité à l'information sera un élément très important pour le succès du programme. Et ensuite, la transparence des procédures. Je veux juste terminer par là en disant il serait possible d'avoir un engin, d'avoir une stimulation dans le processus d'agrément, avoir une stimulation où le candidat soumettrait un certain nombre d'informations liées à son projet et pourrait avoir en retour une estimation de la cote probable dans le cadre toujours d'une transparence. Voilà, en quelques mots, je pense ce que le prochain gouvernement pourrait faire pour attirer la diaspora ou accroître la participation de la diaspora à l'effort du développement, de l'objectif de développement économique de la RDC. Merci. Merci, Madame Tanguelo. Donc, je résume un peu votre propos. Vous avez commencé par faire brosser un tableau de l'état actuel de l'économie congolaise, un PIB de l'ordre de 568 $ par habitant, un taux d'électrification assez faible, des unités de production qui sont passées de 9600 à 507. Donc, on peut voir que ça a été la dégringolade. Alors, le nouveau gouvernement devrait avoir pour objectif de pouvoir rassembler assez de capital humain qui pourrait créer de la valeur et trouver un moyen pour que la fonction publique soit un peu plus dynamique. Alors, pour ce faire, vous proposez la création de l'Agence nationale des Congolais de l'étranger, dans le but de pouvoir indigenize the economy, l'économie qui devienne un peu plus indigène. Vous souhaitez que l'on puisse industrialiser et diversifier l'économie du pays et encore une fois, avoir des compétences pour la fonction publique. Cette Agence nationale des Congolais de l'étranger aura grosso modo 2 gros programmes. Le premier serait d'inciter massivement à la création d'emplois et vous vous êtes apaisanti sur les différents critères qui seront retenus. Et enfin, il faudrait que cette agence puisse organiser une grande campagne de recrutement afin de pouvoir améliorer la qualité de notre fonction publique. Je vous remercie pour votre propos. Donc, on va passer aux questions. S'il y a des questions, sentez-vous libre de les mettre dans le chat ou de lever la main et je me ferai un plaisir de vous donner la parole. La première question que j'ai s'adresse à Monsieur Xavier Mondo.
on a quand même beaucoup jeté la pierre au gouvernement aujourd'hui. Je n'ai pas entendu de la diaspora que nous sommes des initiatives pour ne fût-ce que nous fédérer. Je pense quand même que la diaspora a quand même sa responsabilité dans la mesure où je n'ai pas vu d'initiative de fédérer la diaspora, ne fût-ce que par continent. Je n'ai pas encore vu d'initiative sérieuse d'entreprendre en commun l'un ou l'autre projet. Ne pensez-vous pas qu'on devrait d'abord commencer par là, nous, diaspora, pour être pris au sérieux? Donc ça, c'est pour la question de M. Mondo. Madame Tanguelo, vous avez parlé dans les critères pour pouvoir inciter à la création massive d'emplois. Vous avez parlé des métropoles d'économie prioritaire. Excellent. Il faut savoir qu'au Congo, il existe ce qu'on appelle des zones économiques spéciales. Ce sont des zones où il y a énormément d'incitants fiscaux. Énormément. Alors, je me pose la question si ce que vous proposez serait en plus de ces zones d'économie spéciale qui existent cela, donc vous allez ajouter de la valeur en faisant venir la diaspora qui pourrait s'y insérer, ou pensez-vous que ces zones d'économie spéciale, qui jusque-là n'ont pas encore vraiment fait leurs preuves, pourraient être substituées par ce que vous proposez? Donc, si vous voulez un peu nous éclairer en la matière. Donc, je commencerai par Xavier, s'il peut nous parler un peu, quelque part, de la responsabilité de la diaspora à s'organiser, à être pris au sérieux. Et Mme Tanguelo parlerait peut-être plus tard de la comparaison des zones d'économie spéciale. Allez-y, M. Mondo. Oui, merci Edgar pour la question. En fait, au début, j'ai commencé par les préalables en disant, je me suis posé la question de savoir est-ce que la diaspora congolaise est-elle dans les conditions requises et idéales pour aider au développement de notre pays? En fait, tout part par là. Nous sommes ici en train de réfléchir exactement comment nous pouvons nous organiser, nous non pas nous de la diaspora, parce que là je parlais en termes individuels, oui, mais comment le pays pourra s'organiser pour mettre en place les incitatifs et les conditions pour encourager ceux qui ont des projets à retourner au pays. Alors, ici, la diaspora est-elle dans les conditions requises et idéales pour aider au développement? J'ai dit oui, between brackets. Parce que là, c'est un départ. C'est alors que nous allons commencer à réfléchir. Bon, sommes-nous à mesure? Je prends mon exemple. Je maîtrise le système de management de qualité. Je connais deux autres Congolais. Il y en a un qui est directeur à New York dans une grande compagnie, qui est directeur de gestion des assurances qualité. Il y en a un autre qui est en Australie, un autre directeur des assurances qualité. C'est-à-dire que ces gens-là, rendus au moment où les conditions sont requises, maintenant que nous nous connaissons, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer de nous regrouper et essayer d'harmoniser nos idées pour amener un projet unique dans le pays. Ça va se faire au niveau de la diaspora avant d'aller au pays. C'est-à-dire que le travail de fond sera fait à pouvoir identifier combien sont ces Congolais qui sont spécialistes ou qui sont connaisseurs dans tel domaine. C'est les identifier d'abord. OK, ça c'est de un. De deux, combien sont ceux qui voudront retourner au pays pour s'y implanter? Alors, ça c'est la deuxième question. Alors maintenant, comment nous allons organiser, travailler ensemble pour essayer de mettre ensemble notre projet, faire une seule écriture et voir comment nous allons amener le projet au pays. Effectivement, nous sommes dans un stade où nous faisons des propositions. J'ai parlé d'une manière individuelle, oui, chaque Congolais qui veut retourner. Mais rendu là, vous allez vous retrouver avec 5-6 Congolais dans le même domaine qui voudront aller travailler, mais il faut qu'ils s'harmonisent, il faut qu'ils se mettent ensemble d'abord, il faut qu'ils soient identifiés, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils harmonisent
leur projet dans le but de retourner au pays. Donc, je pense que c'est par là que ça devrait commencer. Donc, pour le moment, nous sommes dans un stade de réflexion embryonnaire pour voir les conditions, parce que là, on parlait de conditions, les préalables au pays et comment il faut retourner. Mais maintenant, ici, avant de partir, il faut que l'on sache qui sont dans le domaine et qui veulent retourner et comment nous allons amener un seul projet, parce que nous sommes tous connaisseurs dans ce domaine. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Tout à fait. Donc, il faudrait quand même que l'on puisse fédérer les compétences à notre niveau avant d'aller discuter avec le gouvernement chilien. Merci. Voilà. Madame Tanguelo, je ne vous vois pas. Alors, en attendant que Madame Tanguelo... Ah, elle est là, OK. Oui, je suis là, merci. Oui, d'accord, parfait. La question de savoir si en quoi les métropoles économiques prioritaires se diffèrent des zones économiques prioritaires. Je dirais, je dirais que la métropole économique prioritaire est un ensemble plus vaste. Et l'objectif, en fait, de cette métropole est d'investir massivement dans des infrastructures, l'électricité, l'eau, pour ne citer que cela, le ferroviaire, les voies lacustres, etc., pour doter une zone des moyens qui puissent, en fait, des moyens pour soutenir l'activité économique. Alors, la zone économique spéciale, elle pourrait très bien être incluse dans la métropole économique spéciale, avec tout ce que là, ça implique, des facilités d'investissement, des avantages en termes fiscaux, et j'en passe. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait, merci. Alors, une question pour Mme Tanguelo et ensuite pour M. Xavier Mondo. Mme Tanguelo, n'est-il pas plus avantageux pour l'État de former les fonctionnaires sur place plutôt que de les faire venir de l'étranger, puisqu'ils vont quand même coûter un peu plus cher? Donc, ça, c'est une question qui a été posée par l'auditoire. Et une question pour M. Mondo. Dans votre schéma, à vous deux, c'est le gouvernement qui devrait mettre en place, c'est vrai, un fonctionnement qui permettrait à tout le monde de s'insérer. Mais lorsqu'on parle des financements, des incitants, et cette question s'adresse à vous deux, la diaspora a quand même accès au crédit dans des conditions acceptables. Ne pourrait-on pas, parce que à force de vouloir trop demander au gouvernement, on risque de ne pas avoir des résultats. Ne faudrait-il peut-être pas envisager le cas où, M. Mondo, la diaspora pourrait trouver ses financements en amont et seulement en aval, le gouvernement pourrait les aider dans une certaine moule pour qu'ils puissent s'insérer dans l'économie congolaise de manière acceptable? Madame Tanguelo, la question d'abord, et puis M. Mondo pourra répondre s'il souhaite. Merci beaucoup pour la question, qui est une excellente question, en fait. Je vais y répondre en revenant sur les statistiques que j'ai données tout au début de ma présentation. En 2022, l'année passée, le produit intérieur brut de la RDC par habitant était de 564, 564, si je me trompe. Le taux d'électrification, 21% en 2021. Nous avons une baisse du parc industriel, des unités industrielles. Nous étions à l'époque, avant l'indépendance, nous étions à 960. Nous sommes maintenant à 507. Il est urgent, pour redresser l'économie de la RDC, d'avoir des gens avec des talents et des expériences avérées pour remettre la locomotive de l'économie de la RDC sur les rails. Former des individus prendra énormément de temps. Former des locaux,
supposons un informaticien ou un gestionnaire de projet, en moyenne 4 ans, 3 ans de formation, la RDC ne peut pas se permettre. Et il est entendu qu'à moyen terme, le focus de la RDC, du gouvernement, sera de développer les compétences, de former les compétences, parce qu'il nous faut des compétences, ce sont les compétences qui vont permettre à la RDC de sortir de ce marasme économique dans lequel nous sommes. Et je vais donner aussi par rapport à l'exemple que j'ai étudié et qui a amené justement la proposition de l'Agence des Congolais de l'étranger, c'est le cas de la Chine. La Chine a mené des politiques de recrutement de la diaspora depuis la nuit des temps, si je peux m'exprimer ainsi. Mais nous avons remarqué, il a été remarqué récemment, dans le début du 21e siècle, que la Chine a changé de stratégie dans son recrutement. Et elle s'est focalisée sur l'acquisition des compétences de haut niveau dans des industries de haute technologie, la biotechnologie. Et la connaissance sera une puissance et une main-d'œuvre, un capital humain productif, c'est-à-dire compétent, est la clé du développement. La RDC devrait se prévaloir de cette compétence qui est déjà formée et de surcroît, qui a acquis une expérience avérée. Merci, Madame Tanguelo. Excellente réponse. Monsieur Mondo, par rapport au financement peut-être de la diaspora en amont et avec une implémentation au Congo par le gouvernement qui aiderait, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une bonne question. Mais là, on parlait de... J'ai abondé sur le besoin du pays. Un gouvernement qui est responsable, qui veut prendre en charge ses responsabilités pour son développement. On était dans ces contextes-là. Effectivement, nous, de la diaspora, nous avons accès au crédit, oui. Et puis, ça dépend du projet que vous ramenez. Est-il un projet pour aller développer votre propre ferme ou c'est un projet qui a trait au gouvernement, où l'État va gérer? Ce sont les deux choses. Si vous avez un projet de personnel dans ce sens que je vais créer un poulailler qui va me donner 10 000 poulets par semaine, c'est tout à fait personnel. C'est lui qui va vous financer, il va voir son intérêt à lui, il va étudier les milieux là-bas, est-il sécuritaire? Si je finance ces gens ici, est-ce que je vais retrouver mon argent? Donc tout ça, c'est... Mais moi, là, tout ce que j'ai parlé, je parlais des choses d'un gouvernement qui doit mettre en place des institutions pour encadrer le retour de la diaspora qui viendront pour donner un coup de pouce au développement du pays. Et moi, je reste dans mon exemple. Je suis de la diaspora, oui, mais le projet que moi j'ai, ce n'est pas pour m'enrichir, c'est un projet pour le pays. Donc aujourd'hui, le gouvernement qui se veut responsable, va juger, regarder, étudier mon projet pour dire oui, ça c'est un projet viable qui cadre à nos projets de développement dans notre pays. Donc nous finançons. Ce n'est pas à moi de prendre les financements ici pour aller demander les financements ici pour amener au Congo pour ce qui concerne l'État. Non. Donc ça dépend. J'ai un projet, je suis expert dans l'agriculture et je veux aller me développer au pays. Oui, là je trouve un financement ici. Ça c'est tout à fait normal parce que cela va de mon propre intérêt et bien sûr ça va servir au développement du pays, ça va créer des emplois. Mais là, moi j'ai parlé de choses d'un gouvernement responsable qui s'attelle à recruter les connaissances, qui ont des projets, des gens qui veulent venir
l'aider à son développement. Ça, c'est de un. Parlons de la formation. Oui, c'est vrai que ça va coûter cher de commencer à mettre des formations en place, former les gens en place. Alors là, les experts qui sont déjà là, des gens qui connaissent, qui ont de l'expérience, qui ont travaillé, c'est pas mal de retourner au pays. Ça va être plus rapide de former les gens sur le tas. Moi, j'ai donné, par exemple, pour mon projet, il y a des inspecteurs à former. C'est-à-dire qu'il y a un individu qui va vivre là-bas pour former ces gens-là, tous ensemble, étant au pays. Ça, c'est déjà bon, non? C'est moins coûteux. Et là aussi, nous trouvons des gens qui travaillent déjà dans la qualité au pays. Mais c'est d'une manière dispersée que nous allons recycler, que nous allons former sur place pour donner une seule orientation. Donc, effectivement, ça va coûter cher de faire venir les gens, mais si il y a des gens qui sont déjà responsables, ça dépend de quel projet et de la vitesse de l'implantation. Donc, ceux qui sont disponibles, qu'ils viennent travailler. Donc, je ne pense pas que ça soit... donc, disons pour le projet, les financements, oui, ça dépend de quel projet. C'est un projet pour le gouvernement ou c'est un projet pour son propre compte. Donc, c'est tout ce que je peux dire en tout cas. Merci. Et dernière question qui est adressée à vous deux. Doit-on absolument rentrer au pays pour aider la RDC? N'est-il pas possible pour la diaspora d'aider la RDC à partir d'ici, tout évidemment en faisant, en s'assurant que le gouvernement encadre tout cela? Je m'explique, je suis professeur d'université. Dois-je absolument rentrer donner cours à Kinshasa alors qu'il existerait des innovations technologiques qui me permettraient d'aider à partir des États-Unis où je me trouve? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose et j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à cela. Madame Tanguelo et ensuite Monsieur Xavier Mondo. Merci, merci Edgar. Encore une fois, une excellente question. Donc, juste pour que je comprenne très bien, donc comme on se connaît, tu demandes si il n'est pas possible pour des Congolais de la diaspora d'aider à partir de là où ils sont et que c'est pas nécessaire de rentrer en RDC. Je dirais, oui, il est possible, mais aussi les Congolais de la diaspora peuvent aider de manière, de plusieurs façons. Et encore une fois, c'est au gouvernement congolais de mettre en place des politiques, d'établir des différents programmes. Les deux programmes dont il a été question aujourd'hui, ce sont des programmes parmi tant d'autres. On pourrait très facilement envisager dans le cadre peut-être aussi du programme de recrutement des fonctionnaires de haut niveau, on pourrait utiliser la technologie pour faire en sorte qu'un enseignant d'Atlanta puisse donner cours à partir de là et être reconnu et participer à l'effort, à l'objectif de développement de la RDC. Une autre façon aussi qui a été mentionnée dans le webinaire d'il y a 2 semaines concernant les moyens fiscaux et autres de mobiliser des ressources pour le prochain gouvernement, eh bien, il a été question de la création d'un fonds d'investissement de la diaspora, un fonds d'investissement par et pour la diaspora. C'est pas toute la diaspora, tous les Congolais de la diaspora n'ont pas la fibre entrepreneuriale. Donc, ça pourrait être une autre opportunité pour aider, participer à l'effort de développement de la RDC. Dans quel sens? Dans le sens d'un fonds d'investissement des Congolais qui contribuerait à ce fonds. Par exemple, je ne suis pas intéressée à participer à aucun des programmes. Je n'ai pas de fibre entrepreneuriale.
je n'ai pas de fonction qui pourrait faire en sorte que je puisse contribuer à distance en termes d'emploi avec la fonction publique. Par contre, j'ai une épargne. J'ai une épargne. Pourquoi pas ne pas disponibiliser cette épargne dans ce fonds qui va aider d'autres entreprises justement à contribuer à l'effort de développement. Donc, il y a plusieurs outils qui pourraient être mis en place pour capitaliser sur la diaspora. Alors, je ne dirai jamais assez, le gouvernement devrait mettre en place des initiatives parce que ce qui a été constaté, ce que j'ai constaté par rapport à des recherches, c'est que la diaspora dispose, les pays africains, je pense que c'est à peu près, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 32 pays africains ont ou un programme concernant la diaspora ou un organisme qui s'occupe de l'encadrement de la diaspora. Alors, quel a été le constat? Le constat, c'est que tous ces programmes, en fait, ne sont pas assez proactifs, ne sont pas agressifs. On laisse à la diaspora la liberté ou non de participer. Il faut organiser cet effort-là pour pour capitaliser sur les ressources matérielles et les ressources humaines en termes de talents et de compétences que regorge la diaspora congolaise. Merci. Un mot, M. Mondou, sur la Oui, problématique? oui, bon, évidemment, comme vient de dire Jacqueline, moi je vais ajouter en disant, oui, il est possible, d'une manière ou d'une autre, de contribuer tout en étant en distance, pas nécessairement retourner au pays. Ben, ça dépend des cas. Si par exemple, cela exige votre présence physique, il y a moyen de se déplacer pour un moment et revenir. Donc, ça dépend du cas. Mais c'est vrai qu'il est possible aussi de contribuer tout en étant ici dans la diaspora que de retourner nécessairement au pays. Mais je me dis ceci. Ça dépend des projets, comme j'ai dit. Mais tout ce qui est effort, efficacité de communication, il faut prendre ça en compte. Est-ce que serais-je efficace de bien communiquer étant ici ou étant sur place? Est-ce que cela va-t-il exiger ma présence physique ou non? C'est bien un. Et puis là, on parle de la diaspora congolaise. Nous sommes partis du pays pour une raison ou une autre. Et aujourd'hui, voilà, je suis nationaliste, j'aime mon pays, je n'ai pas besoin de continuer à vivre ici. Alors, je vais donner ce que je connais à mon pays pour son développement. Donc, ça, c'est forcément des gens qui veulent retourner, c'est des gens qui aiment leur pays, effectivement, qui vont se décider, je vais donner, parce que si je ne le fais pas, peut-être personne d'autre ne va le faire. Donc, ça dépend. Je peux être ici, travaillant à partir d'ici, oui, on a des moyens aujourd'hui, mais aussi, comme j'ai dit, je suis à Calgary aujourd'hui, mais je dois communiquer efficacement avec les gens qui sont, je peux donner l'exemple, en Mbuji-Mayi. Ont-ils l'outil nécessaire pour bien m'entendre? Est-ce que la communication est-elle efficace? Comment allons-nous communiquer? Ça, c'est aussi des choses à prendre en compte. Donc, ça dépend de qu'est-ce que vous faites. C'est comme je dis, vous pouvez travailler d'une manière hybride, soit étant ici, aller là-bas pour revenir, ça c'est une manière de contribuer, ou carrément rester là-bas, ou carrément étant ici, ça dépend. Voilà. Merci, merci Xavier. Alors, toute dernière question, et si vous voulez bien répondre une minute chacun. Donc, c'est la question de Mme Kikango, et elle s'adresse à vous deux. Comment faire pour fédérer les efforts de la diaspora et des locaux pour qu'ils ne se sentent pas délaissés? Madame Tanguelo, si vous voulez une minute, un petit mot dessus.
Voilà, excusez-moi. Comment fédérer les efforts de la diaspora, les efforts de la diaspora et des locaux pour qu'ils ne se sentent pas délaissés? D'abord, je pense qu'il faut une communication qui soit claire. Tous les Congolais, qu'ils soient de la diaspora ou locaux, qui contribuent en fait, qui ont des entreprises, contribuent à l'effort global à l'objectif global du développement de la RDC. Faut-il les fédérer? Moi, je pense qu'il faudrait communiquer l'importance des uns et des autres. Euh, et je pense qu'en filigrane, je vois une question qui pourrait être posée aussi par rapport à, euh, aux mesures disponibles qui seraient prises disponibles pour promouvoir l'entrepreneuriat local. Et ça, je pense, le gouvernement devrait prévoir des politiques. Il y a des politiques qui devraient être prises au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises. Mais en gros, il faudrait une communication claire, faire en sorte que les Congolais comprennent que chacun a une part et joue un rôle important tant et aussi longtemps qu'ils veulent mettre la main à la pâte pour redresser la RDC. Un petit mot? Madame Eugénie, j'ai aimé votre question. J'ai parlé ici de la théorie de négociation. Et puis, j'ai parlé de la diaspora qui doit adopter une stratégie pour s'immiscer dans la population de ceux qui vont, disons, des consommateurs, des Congolais. Vous ramenez un projet. Écoutez, ne pensez pas que vous arrivez au Congo parce que moi, je viens de la diaspora. Alors, je vais vous enseigner qu'est-ce que je connais. Non, il y a des stratégies à mettre en place pour embarquer tout ce que vous avez trouvé sur place. Parce que vous voulez gagner ensemble. J'ai parlé de win-win et de win-lose. Parce que nous voulons gagner ensemble, c'est pour le développement de notre pays. Moi, je suis un individu, je vous trouve ici. Qu'est-ce que vous pensez pour ceci? Comment nous allons communiquer? Comment nous allons enseigner? Bref, l'implication de tous pour que tous épousent ton projet et qu'ils l'acceptent. Ça sera gagnant. Et dans la bataille, au bout de la ligne et dans la guerre. Bref, vous allez créer des relations, des partenariats. Vous serez accepté et vous avez 100% de chances pour arriver au bon résultat. Donc, les gens que vous allez trouver sur place, je prends le cas dans mon domaine. Les gens qui sont sur place, oui, ils connaissent la qualité. Vous allez trouver d'une manière dispersée. Dans le ministère de l'Industrie, les gens qui sont là, ils parlent de la qualité. Vous allez trouver dans le ministère du Commerce extérieur, ils parlent de la qualité, mais c'est d'une manière dispersée. Alors, le projet, c'est mettre tous ces gens-là ensemble, qui, d'une manière ou d'une autre, ont entendu ou utilisent la qualité. Mais là, il y a beaucoup de choses à harmoniser pour son efficacité, dans le but d'aider le pays à avancer. Alors, je vais aller avec une attitude tout à fait douce, tout à fait conciliante, pour essayer de donner, de vendre, de vous faire consommer mon projet dans le but que cela soit accepté. Comme ça, tout le monde va se retrouver dans la chose. Alors, il y a quelque chose que je voulais dire. La théorie des changements. Parce que vous amenez un projet, c'est des gens qui sont habitués à faire ça d'une autre manière. Mais la théorie des changements, ce n'est pas tout le monde qui est prêt et ouvert au changement. Vous allez trouver des résistances. Vous devez être à mesure de bien communiquer, expliquer l'importance de ce changement. Et il faut que tout le monde trouve son intérêt, trouve son compte dans le changement que vous apportez. Écoutez, vous avez toujours essayé de travailler à droite, mais la gauche a aussi besoin de travailler pour que vous ayez plus d'équilibre.
mais c'est un nouveau changement que vous amenez. Alors, cette théorie de changement, ce n'est pas tout le monde qui est ouvert au changement. En ce moment-là, vous devez être à mesure de bien communiquer l'intérêt d'apporter ces changements dans la façon de faire pour que tout le monde accepte. Donc, effectivement, aujourd'hui, on appelle la diasporie parce que les gens, vous n'avez pas bien communiqué, comme Jacqueline a dit, et les gens, vous n'êtes pas acceptés. Si bien que vous allez buter. Tu es un individu, tu viens avec un projet ici, tu trouves une multitude de fonctionnaires qui sont là, qui vous attendent. Vous êtes seul. Vous n'avez pas le moyen de régir. Donc, être à mesure d'embarquer tout le monde dans l'affaire pour que tout le monde trouve son compte, pour éviter effectivement qu'on ne se sente rejeté ou abandonné. Voilà, je ne sais pas si, madame, j'ai répondu à votre question. Merci, Monsieur Mondo. Oui, merci beaucoup à vous deux. Pardon. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, c'est sur ce point que nous allons arrêter notre webinaire. Donc, je vous remercie, Monsieur Xavier Mondo et Madame Jacqueline Tangelo, d'avoir bien voulu participer. Et ce webinaire aussi marque la fin de la série des webinaires que nous avons organisés par rapport aux élections 2023. Car on le sait, l'activité ou l'actualité va prendre le pas sur la réflexion. Je pense que dès la semaine prochaine, nous serons plus dans l'action. Donc, il serait bon peut-être de mettre fin au webinaire pour le moment et bien entendu plus tard, il nous sera toujours loisible d'y revenir. Merci à tous ceux qui ont bien voulu participer à cette série de webinaires. Je ne les citerai pas tous. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée selon votre fuseau horaire. Merci et que Dieu nous garde tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Et surtout, félicitations aux intervenants. Merci.